Moi, je vais vous raconter l'histoire d'un bug, l'histoire d'un combat épique contre ce bug, un bug vicieux et cruel, tellement vicieux et cruel qu'il nous a fait plus de 20 000 crashs. Déjà, qui je suis ? Alexandre, je travaille à BAM, ici, dont Marek a déjà parlé. Vous pouvez regarder notre open source sur github/bamlab, notre blog blog.bam.tech. On a surtout des repositories liés à React Native, pour les formulaires, des animations, améliorer la vitesse, etc. Mais du coup, l'histoire commence le 9 octobre 2018, avec une équipe de 9 personnes, 5 développeurs, 2 designers, un QA, un product owner. Et on est tous ravis de sortir la version 4.3 de notre app, 3 semaines après la 4.2. Pourquoi on est si ravis et fiers ? C'est parce qu'en fait, le 11 octobre, on a un événement sportif en live et on a rajouté des features qui étaient absolument essentielles pour nos utilisateurs, pour cet événement. En raison d'un NDA, je ne peux pas dire quelle est exactement cette app, mais vous avez assez d'informations pour au moins suivre le talk. Donc voilà, c'est génial. Vaut mieux tard que jamais, 2 jours avant, c'est pas si mal que ça. On se dit que maintenant on va pouvoir se relaxer, tranquille, apprécier l'événement sportif en live. Ah, quand soudain... C'était prévu. Quand soudain, l'horreur se produit, notre nombre de crashs décolle vertigineusement. Notre outil de crash reporting Sentry se prend des exceptions toutes les minutes, ensuite quelques-unes par minute, qui sont toutes un peu de la même forme, mais commence à y en avoir vraiment beaucoup. Ça commence à être vraiment compliqué de suivre. Alors, si on regarde un peu de plus près quand même, toutes les exceptions sont un peu de cette forme-là, c'est-à-dire on a une JS Application Illegal Argument Exception, Error while updating property, alors c'est toujours une property de style, in shadow node of type, un composant. Donc ça veut dire qu'en fait l'erreur se produisait quand on voulait modifier le style d'un composant. Ok, donc ça quand même c'est le genre d'erreur normalement en React Native qu'on spot assez facilement, ça peut se produire si vous mettez padding top, not a number par exemple, enfin n à n, qu'en fait je sais pas, vous avez fait une division par 0 ou je ne sais quoi. Donc là on se dit bon, quand même, on a bien testé notre app, comment ça se fait que ça se produit ? Peut-être que ça se passe que dans des cas extrêmes. Pourtant, Sentry nous dit que tous nos utilisateurs sont affectés. On voit que l'erreur, on a quand même pas mal d'occurrences. 44% sur Android 8, etc. Il y a toute la liste des devices Android qui suit, mais en gros, ça correspondait à peu près avec notre user base. Ok, bon. Déjà, on va éteindre le feu. Donc pour éteindre le feu, premier truc qu'il faut faire, on va essayer de reproduire ce bug. Toujours un petit peu confus de comment est-ce qu'on l'a pas vu, mais cool, c'est parti. L'avantage de Sentry, encore une fois, notre outil de crash reporting, c'est qu'il nous dit qu'est-ce que l'utilisateur faisait quand ce bug se produisait. Ok, donc là on voit les informations du parcours de l'utilisateur. Il lance la page Home, qui est la première page de l'app, et ça crache. Ok. Donc là, en gros, vous êtes en train de me dire que ça touche n'importe quel device, on démarre l'app et ça crache, ça touche n'importe quel utilisateur, il y avait une notion d'équipe favorite, mais en fait, sur Sentry, on voyait que n'importe quelle équipe favorite, l'utilisateur avait toujours le crash. Ok, comment ça se fait qu'on ne peut pas reproduire ? Là, non, ça peut pas marcher, c'est pas normal. On a un QA tester, et pourtant, nous, on a aussi beaucoup testé l'application avant de réaliser. On l'aurait vu si ça se passait à chaque fois qu'on démarre. Ok, on va essayer de comprendre un petit peu plus ce qui se passe quand même pour essayer de reproduire. Le truc, c'est que on a quand même pas mal d'erreurs différentes, c'était pas toujours toutes les mêmes, c'était pas toujours la même stack trace. C'est pas grave, on va en prendre une, et puis on va regarder ce que ça donne. Ok, prenons celle-ci par exemple. Alors là, on avait un array index out of bound exception, cool, donc côté Java, dans le natif. Oui, parce que React Native, donc on fait des applications React Native, mais c'est du JS qui va encapsuler, qui va contrôler des composants natifs. Ici, l'erreur se passe dans une librairie du code source Android, Android support v4 util pools, sur la classe simple pool à la fonction release.
Ok. Ah, j'avoue que ma réaction c'est ok, qu'est-ce que c'est que Simple Pool? Comment ça se fait que je me retrouve dans le code source d'Android aussi rapidement? Et puis il y a toujours le feu, donc en vrai j'ai quand même envie d'éteindre le feu le plus rapidement possible. Et après je prendrai le temps pour comprendre vraiment ce qui se passe, mais là déjà, bon bah les crashs ça continue quoi. Ok, la question là qui se pose quand même c'est est-ce qu'on devrait pas rollbacker notre release? Alors petite note sur une application, rollbacker ça se fait pas aussi simplement, en fait il faut déployer une nouvelle version de l'app avec le vieux code. Bon en vrai, on a tagué toutes nos releases sur GitHub, donc ce serait facile de remettre le précédent code. Et en plus, tout ce qui est déploiement sur les stores, chez nous, c'est scripté. Bon, donc faisable. En revanche, voilà, les quelques slides, il s'est déjà écoulé un peu de temps quand même dans la démarche. À ce moment-là, on s'aperçoit que le crash rate, c'est à peu près 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'utilisateur, quand il démarre l'app, il a environ une chance sur 10 de faire crasher l'app. Et ce qu'on sait, c'est que cette release, comme je l'ai dit, elle avait une valeur quand même assez énorme pour nos utilisateurs. Ça peut vous faire sourire, mais en vrai, fun fact, même si c'est une release qui a beaucoup crashé, c'est une de nos releases les mieux notées dans l'app, parce que justement pour cet événement sportif, elle apportait quand même beaucoup de contenu. Du coup, on a décidé de ne pas rollbacker, mais de continuer à chercher d'où venait cette erreur. Ok, bon. On va trouver des nouvelles idées. En vrai, on peut pas reproduire. Bon, vous m'avez dit 10% de crash rate. On a un device là-bas, bam. On a quelques devices Android. Moi, je vous en prends 6. Je les fais démarrer, hop, 10 fois chacun. A priori, 10%. Là, j'ai 60 lancements de l'app. Je devrais en avoir 6. Bon, entre 5 et 10, on va dire. Au moins, ça nous permet de reproduire le bug. Ça nous permettrait quand même de pouvoir tester facilement si on arrive à corriger le bug, vérifier que ça marche. Ce qui est quand même ce qui paraît essentiel quand on a envie de corriger un bug. Bon, résultat, il y a eu 0 crash. Ok. Donc, ça continue à crasher en prod. Moi, en local, j'ai beau lancer 60 fois l'app, j'arrive pas à avoir un seul crash. Ok. Bon, il va falloir trouver un nouvel angle d'attaque. Ok, la question qu'on peut se poser quand même, c'est qu'est-ce qui a vraiment changé entre nos releases? Donc on a réalisé la version 4.3 de notre app. Qu'est-ce qui s'est passé entre la 4.2 et la 4.3 qui a pu provoquer ce bug massif? Sachant que comme c'était un bug du côté Java, on a plutôt envie du coup de chercher du côté des librairies natives, des changements natifs. Donc en React Native, en fait, on va avoir des librairies comme React Native SVG par exemple, qui nous permet de manipuler en JavaScript des SVG qui vont être affichés après par le côté natif. En l'occurrence, on avait monté de version React Native SVG de la version 6 à la version 7. Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure, dans certaines des exceptions, on avait des SVG qui étaient touchés. Ceci dit, on a des SVG sur l'écran d'accueil de l'app. Il y avait un peu tous les composants qui étaient touchés, des vues, des images, des SVG, donc c'est peut-être juste une coïncidence. On a aussi upgradé Native Navigation. C'est une solution de navigation en React Native qu'on a récupérée d'Airbnb et qu'on fait vivre nous-mêmes, on fait vivre le fork pour ce projet-là. Et là, en l'occurrence, on avait fait un changement qui améliorait la performance justement au démarrage de l'app. Ok, bon candidat. Ceci dit, comme j'ai aucun moyen de reproduire, je raisonne un petit peu par coïncidence, je sais pas exactement comment je peux tester. Ok, là ce qui est cool, c'est qu'Android nous propose de faire... en fait, avec Android, on a la possibilité directement sur le Play Store de faire ce qu'on appelle un rollout progressif. Ça veut dire qu'en fait, quand on soumet une nouvelle version de l'app, on peut choisir le pourcentage d'utilisateurs qui vont être concernés par cette nouvelle mise à jour. C'est une manière géniale de faire de l'A/B testing, mais là du coup ça veut dire qu'en fait, j'ai un nouveau plan d'attaque. Je peux downgrader Native Navigation. Je fais un rollout pour 10% de mes utilisateurs. Je regarde, il y avait plusieurs crashs par seconde, donc même pour 10% des utilisateurs, en vrai, si je regarde dans une heure, je devrais voir que si le bug est corrigé ou non. Si c'est corrigé, génial! Hop, on lance l'app pour 100% des utilisateurs, et puis du coup, ça me fait un plan, bon,
il y a 10% d'utilisateurs au max qui sont impactés par une release qui n'a pas fixé leur problème. Mais ceci dit, c'est quand même un raisonnement un peu bancal, parce que, ok, native navigation, le défaut c'est que si c'est pas native navigation, qu'est-ce qui se passe en fait si je me rends compte que pour ces 10% d'utilisateurs, le crash il est toujours là? Ok, bon bah, l'autre c'était React Native SVG, et bah, si ça marche pas, on downgrade React Native SVG, on fait un rollout pour 10% des utilisateurs, du coup une nouvelle version, on regarde si ça marche, et puis bah, si ça marche, génial. Bon, on aura fait une version pour 10% des utilisateurs qui n'aura pas marché quand on a downgradé Native Navigation. Ok, mais en fait, qu'est-ce qui se passe si finalement le crash reste toujours? Là, c'est quand même un peu embêtant parce que ça veut dire que pour 10 à 20% de nos utilisateurs, on aura descendu de version des librairies. On a quand même monté de versions pour des raisons. C'était pour des raisons de performance. Donc ça veut dire qu'on a détruit de la valeur. Et en plus, on n'aurait même pas résolu notre crash. Ok, bon, faut dire ce qui est, ce plan, en vrai, il est pas bon. Ce plan, franchement, il marche pas, c'est risqué. On respecte pas nos utilisateurs, en plus, parce que potentiellement, je suis utilisateur, je vois mon app qui crash une fois sur 10, une fois sur 10, quelque chose comme ça. Et je vois des nouvelles versions, des nouvelles mises à jour de l'app, et en fait, non seulement ça fixe pas mon problème, mais en plus, ça détruirait de la valeur et ça diminuerait les performances. Bon, bah à ce moment-là, il faut vraiment qu'on aille beaucoup plus loin. Alors il y a un peu de lumière, mais c'est... faut imaginer Inception, là c'est Leonardo DiCaprio qui dit « We need to go deeper ». Et je crois que là, c'est le moment où il faut vraiment comprendre notre ennemi, ce bug cruel et vicieux. Ok, donc on a dit tout à l'heure, on avait un array index out of bounds exception dans le Java. Si on regarde bien, c'était à cet endroit-là. Alors, hop, c'était en fait à cet endroit-là. On a donc l'array qui est mpool, qui a priori est de longueur 10, et en fait, on a mpool size qui est égal à -1. Alors, je ne suis pas un expert Java, mais je crois qu'il n'y a pas besoin d'être un expert Java pour comprendre que accéder à l'élément -1 d'un tableau, c'est assez problématique. Ok. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est comment ça se fait que mpool size peut être égal à -1? Ok, le seul endroit dans toute la classe où mpool size diminue de valeur, sachant que c'est initialisé à 10 dans le constructeur, c'est à cet endroit-là. Ok, mais alors si vous regardez bien, encore une fois, pas forcément besoin d'être un expert Java pour voir que ici il y a quand même un if mpool size supérieur à 0, mpool size -1. Alors là, j'avoue que dans le feu de l'action, je réfléchis, je me dis ok, des crashs en prod, le stress, etc. Mais quand même, ça m'a l'air un peu impossible. Parce que du coup, j'ai une condition qui me dit, en fait, si c'est supérieur à 0, bon bah au pire c'est 1, ça devient 0 avec le mpool size -. Et si c'est égal à 0, ça passe pas la condition. Donc, ok. Bizarre. Ok, bon là, il faut quand même qu'on sorte nos outils un petit peu, faut revenir aux fondamentaux. On va prendre le debugger, et on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors cette fonction-là, où mpool size diminue, elle est appelée par une classe qui s'appelle dynamicFromMap, qui est utilisée par React Native. Elle est appelée à cet endroit-là, donc autant mettre le breakpoint à ce moment-là. Ok, on lance l'app. Première fois qu'on hit le breakpoint, on arrive là, on voit en fait que cette classe est utilisée par React Native en fait à chaque fois qu'il y a un changement de style et à chaque fois même qu'on crée un composant avec du style, en fait il passe par cette classe pour utiliser dynamicFromMap, ici pour updater une propriété de style qui est width. Ok, cool. Donc vous imaginez bien que s'il fait ça pour chaque style, il y a beaucoup de clics, notamment si je continue à faire play, en fait je tombe exactement sur le même donnée. Et en fait, si je continue comme ça, j'ai continué comme ça pendant 33 fois, et j'avais toujours le même style de... Bah, même chose, j'update une propriété de type width ou height ou panning top, etc. Jusqu'à ce qu'enfin, au 34e clic, sur ce bouton play, la révélation. Ok, on commence à voir la lueur au bout du tunnel, parce qu'en fait,
Ça, c'est les hits numéro de 1 à 33, pardon. Ça, c'est le hit numéro 34. On voit que Android Studio nous dit un truc hyper intéressant, c'est que les hits 1 à 33, on est dans le thread MQT Native Module. Le hit numéro 34, on est dans le thread main. Ok. Alors, avant d'aller plus loin sur les threads, si on analyse un petit peu plus le hit numéro 34, on voit qu'il était en train de modifier la propriété fill sur un composant. Bon, on peut vérifier ça avec un rapide command Shift F, mais fill, bah, du coup, c'est surtout, enfin, c'est un SVG. Donc c'est forcément un SVG, qui s'exécute du coup sur un thread différent, a priori c'est louche, du reste de React Native. On a l'impression que finalement c'était bien l'upgrade de React Native SVG. Bon, heureusement qu'on n'a pas essayé Native Navigation. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu le code et ce qui a vraiment changé entre la V6 et la V7, on se rend compte que React Native SVG a commencé à utiliser Dynamic From Map dans la V7. Pour améliorer la performance, c'est toujours des améliorations de performance, de l'animation native des SVG. Et en fait, quand on fait des animations natives, on les fait sur le main thread pour que ce soit plus performant. Ok, bon, le défaut, c'est que moi, je suis un développeur JavaScript. Java, ça fait quand même pas mal de temps que j'en ai pas fait. Et c'est vrai que les threads, en fait, JavaScript, ça tourne sur un seul thread. Donc on a très rarement ce genre de problématique. Mais en fait, qu'est-ce qui peut se passer finalement? On a ce code qui paraît impossible. Enfin, ce qui paraît impossible, c'est que mPoolSize passe à -1 ici. Sauf qu'en fait, en Java, on peut avoir plusieurs threads. C'est en gros des processus concurrents qui peuvent faire tourner le même code et qui peuvent s'exécuter en même temps. Donc en fait, ce qui peut se passer, c'est que mes deux threads, le main thread et le thread de React Native, ils vont les deux arriver là en même temps. Ils vont rentrer dans la condition. Parce qu'en fait, ils vont lire mPoolSize égale 1. Les deux, ils peuvent les lire l'un à la suite de l'autre. Ils voient les deux, ah bah en fait, c'est vrai. Excellent. Et ensuite, ils vont diminuer la valeur de mPoolSize, les deux, ce qui fait que mon premier thread, il diminue à 0. Mon deuxième thread, il diminue à -1. Un grand classique des threads. Et ça explique aussi pourquoi on avait autant de mal à reproduire, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle une race condition. Ça veut dire que en fait, c'est deux threads en parallèle qui vont s'exécuter et on ne contrôle pas exactement. Alors, c'est pas normal qu'on ne contrôle pas exactement, mais là, en l'occurrence, il n'y avait aucun contrôle sur quand est-ce qu'ils allaient s'exécuter. Du coup, c'est assez aléatoire. Et c'est pour ça qu'on avait un crash rate qui était de seulement 10%. Ok! Excellent! Bon, maintenant, comment est-ce qu'on fixe ça? Eh bien, on fixe ça avec une PR sur React Native. Parce qu'en fait, React Native, dans la classe Dynamic From Map, avait une instance statique pour notre simple pool. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, n'importe quelle instance de Dynamic From Map qui arrivait là, allait toujours utiliser le même simple pool. Et il n'y avait aucun contrôle sur les threads du coup, qui pouvait bloquer. En fait, normalement, si thread A rentre dans la condition supérieur à 0, thread B ne devrait pas pouvoir rentrer en même temps sans que thread A soit sorti. Donc en fait, en comprenant maintenant quel était le problème, on a vu une pull request sur React Native qui existait déjà. Donc, en collaboration avec les contributeurs de React Native SVG, on a déjà testé que ça marchait, avec un plan d'attaque, le dernier. On patch React Native avec cette pull request. On fait un rollout pour 10% des utilisateurs quand même, parce que bon, en vrai, on n'est pas si sûr que ça va fonctionner. Ce serait dommage d'impacter 100% des utilisateurs si en fait ça n'a pas fonctionné, si ça foire. On regarde. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Ok, victoire. Montagne de bugs, mais qui enfin a été taclé. Et on peut enfin souffler. Grâce au mainteneur, un core mainteneur de React Native et du coup un des core mainteneurs de React Native SVG, on a pu faire en sorte que cette pull request soit incluse dans React Native, maintenant incluse dans la version 0.57. Et voilà, l'application est sauvée, le monde est sauvé. Ok, quelques petites conclusions quand même. Jamais sous-estimer la force d'un breakpoint ou d'un debugger.
Je pense que au moment là où j'ai dit que je voulais éteindre le feu et que Simple Pool, ça me paraissait... J'avais pas trop envie de regarder ce que c'était. J'aurais pu regarder un peu plus en détail avec un breakpoint. Protégez vos utilisateurs. Nous, là, en vrai, quand même, le 9 octobre, pour le 11 octobre, on fait une release un peu risquée. On a une montée de version de React Native SVG. Là, j'avoue qu'on aurait pu être un petit peu plus vigilant. Sachant que maintenant, on a instauré un truc dans l'application, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une nouvelle release, on fait un rollout pour 10% des utilisateurs, parce que c'est tellement facile à faire dans Android. On vérifie du coup que ces 10% d'utilisateurs, il n'y a pas de nouveau crash outstanding qui se passe. Et si c'est le cas, on fait un rollout à 100%. Parce que bon, 10% de crash rate, c'est énorme. Maintenant, notre app, on est à 0,35, ce qui est un peu plus normal. Troisième point, c'est que moi, à la fin de tout ça, quand même, j'étais un peu dépité. Parce que 23 000 crashs, quasiment, ça fait beaucoup. C'est énorme en quelques jours. Et puis, c'est vrai que c'est cool que tout soit corrigé. Mais c'est là où le CTO de BAM qui vous a parlé tout à l'heure, qui m'avait aussi aidé à débugger, m'a dit « Bon, en vrai, ça ferait un bon article de blog. » Donc, mon conseil pour vous, c'est que si ça vous arrive d'avoir des bugs comme ça, n'hésitez pas à faire un retour d'expérience. Moi, j'en ai fait un et j'ai eu une vue par crash. C'était mon article de blog le plus lu. C'est le petit humble brag à la fin. C'est tout pour moi. La question, c'était est-ce que en fait, ça aurait pas été plus bénéfique de commencer par downgrader React Native SVG et moins stressant en plus et de tester. En fait, au moment où j'avais analysé les deux librairies natives, en fait, moi, mon intuition, c'était plutôt avec Native Navigation que React Native SVG. Donc c'était le plan que je disais où, en fait, j'aurais tenté d'abord de downgrader Native Navigation et ensuite de downgrader React Native SVG, et du coup, j'aurais impacté des utilisateurs en... Bon, en fait, l'impact, ça aurait été que pour 10% des utilisateurs, ils auraient une nouvelle version qui fixait aucun de leurs problèmes, mais potentiellement, ça peut être source de désinstallation de l'application. En l'occurrence, là, ce qu'on a mal fait, c'est que React Native SVG, on l'avait monté de version 3 semaines avant même, notre release 4.3. C'est à ce moment-là qu'on aurait pu sortir une nouvelle app où c'était pas risqué parce qu'il n'y avait pas l'événement sportif en question. Et c'est à ce moment-là où on aurait vu, ouh mince, il y a un problème, mais du coup on n'aurait pas eu 20 000 crashs, on aurait eu un petit peu moins, on s'en serait rendu compte beaucoup plus tôt. Est-ce qu'il y avait des issues ouvertes sur React Native SVG? Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, il y en avait une, mais en fait, le bug se produisait uniquement si on animait nativement des SVG. Ce que je pense, c'est peut-être pas quelque chose que les gens font souvent dans leur app. Et nous, en l'occurrence, il se trouve que sur notre première page, il y a des SVG qui sont animés avec des animations natives. Donc il y avait un bug, mais le gars disait, bon, en vrai, je le vois pas trop arriver, je cherche encore un peu plus. Et du coup, c'est à ce moment-là où je suis arrivé. Alors, oui, nous, ça arrive beaucoup plus. Et puis après, avec l'analyse, on a vu, ah bah en fait, il y a cette PR de React Native qui a l'air de fixer. Et donc là, en collaboration, on a poussé la PR. Moi, je suis un petit peu étonné que vous n'ayez jamais réussi à le reproduire en local. Je suis toujours très étonné. En fait, s'il y a quelqu'un qui l'a vu une fois, mais en fait, le problème, c'est que, en gros, le crash se produisait dans 10% des sessions. Ce qu'il faut savoir, c'est quelles sont les conditions qui on va dire, faisaient en sorte que le crash était beaucoup plus, qu'il avait beaucoup plus de probabilité de se passer. Parce que nous, ce qu'on a vu, c'est que dans 10% des sessions qu'on faisait, on ne le voyait pas. Mon hypothèse, c'est qu'à l'époque, comme on avait des événements sportifs en plus qui se passaient, il y avait un peu plus de tâches CPU intensives, et j'imagine que les utilisateurs peut-être étaient dans des conditions où ils utilisaient beaucoup plus leur téléphone que nous on utilise nos téléphones de test, ce qui pouvait faciliter la race condition. Qu'est-ce qui fait que le bug a été reproduit avec un debugger? En fait, non, le bug n'a pas été reproduit avec le debugger, pardon. Je me suis mal exprimé. En fait, même au hit numéro 34, le bug ne s'est pas passé. C'est juste qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte, il y a un truc qui cloche. En vrai, j'avais déjà une petite idée, parce qu'en général, quand quelque chose d'impossible se passe en Java, c'est probablement une question de thread.
Mais c'est vrai que du coup, je voulais le vérifier. Et c'est là où on voit que, en fait, au hit numéro 34, j'ai vu que ouais, il y avait un autre thread qui appelait. Donc, ça expliquait pourquoi mon bug pouvait se produire. Par rapport au process que vous avez mis en place, est-ce que vous avez attendu que le patch soit mergé sur le repo de React Navigation SVG avant de l'intégrer à votre projet et ensuite, comment vous êtes organisé si vous avez intégré le patch chez vous avant qu'il soit mergé sur... On avait intégré le patch de React Native. Ouais. Comment on s'est organisé une fois qu'on a patché React Native? Une fois qu'on a patché React Native, en fait, on l'a committé en tant que tel. Au lieu d'avoir React Native version, je ne me rappelle plus de la version à l'époque, on avait React Native qui était le fork qui contenait la pull request. Et du coup, notre intégration continue avait tout ce qu'il fallait pour télécharger ça, parce que patcher React Native, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait penser. Télécharger tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne bien sur Android et après déployer. Après, une fois qu'on a upgradé la 0.57 qui fonctionnait, du coup, on a enlevé le patch et voilà. En revanche, on a quand même attendu que cette version-là sorte avant d'upgrader à nouveau. La question était comment est-ce qu'on se tenait informé de l'évolution de la PR. Et bon, alors déjà la PR, j'étais notifié sur GitHub, mais elle a été mergée très très rapidement. Et ensuite l'évolution de est-ce qu'elle est incluse ou pas dans une version de React Native. Ça, j'avoue que c'était très en mode, en fait, moi-même j'étais tellement, j'avais envie qu'elle arrive que de temps en temps je checkais. C'était est-ce qu'on peut upgrader maintenant? Oui, ok, je check et je vois ok, non, a priori ce sera dans une semaine. Et après, c'est-à-dire que dès qu'il y a une release, je suis sur Twitter l'équipe React Native, donc dès qu'il y a une release, je sais. Et du coup, dès qu'il y avait une nouvelle release, je me disais est-ce que ça inclut mon patch? Hop, je check et voilà. Alors, la question c'était en tant que développeur back-end, moi j'ai tendance à releaser plus souvent toutes les semaines, et là en l'occurrence, on aurait identifié le bug plus tôt. En effet, je suis d'accord. Dans le monde du mobile, il y a un impact un peu différent qui est que l'utilisateur va quand même devoir télécharger une nouvelle version de l'app. À l'époque, l'app faisait dans les 40-50 mégas. On a quand même des utilisateurs qui sont en Afrique, en Amérique du Sud, etc., dans des pays où ils n'ont pas tendance à mettre à jour aussi souvent, et ce qui fait que c'est risqué au niveau taux de conversion de mettre à jour trop souvent. Quand je dis taux de conversion, c'est taux de conversion entre une version 4.2 par exemple et une version 4.3. Parce que, in fine, c'est l'utilisateur qui choisit vraiment quand est-ce qu'il met à jour.